Alors on va donc créer un serveur de web services, SOAP avec un WSDL en partant de cette base de données. Donc en fait on va utiliser que deux tables. On va utiliser la table villageois qu'on a ici pour ramener les informations du villageois, sa spécialité et le lieu où il habite. Et puis la table bataille pour laquelle on donnera la liste complète des batailles. Alors pour ça on va utiliser deux structures qui vont être mises dans le programme du web service côté serveur et puis décrite aussi dans le fichier WSDL. Donc une classe ou une structure, hein, villageois pour la partie XML. On reprendra un ID, donc l'identifiant du villageois, son nom, son adresse, son image, sa latitude et sa longitude. C'est ce qu'on voit ici. Et puis on va simplement mettre sous forme de chaîne de caractères, puisqu'il y a une relation de type 1-1 entre la spécialité du villageois et son lieu, le nom de la spécialité qu'on va ramener directement dans la classe, et puis le nom du lieu d'habitat qui est ici qu'on va ramener directement dans la classe pour ne pas avoir à gérer des sous-classes permettant de déterminer la spécialité et le lieu. De la même façon pour les batailles, on va ramener toutes les informations de la bataille, et puis le lieu où s'est déroulée la bataille. Donc on va récupérer dans la table lieu. Alors évidemment, pour faire un fichier XML, on va devoir écrire, donc on va l'écrire à la main, alors sachant qu'il y a des outils de modélisation des WSDL qui existent, hein. Mais bon, le principe c'est de comprendre un petit peu ce qu'est un WSDL et comment il est structuré. Donc on va décrire ce fameux fichier XML qui pose quand même pas mal de problèmes parce que c'est très verbeux. Et évidemment, quand on l'écrit manuellement, il ne faut pas se tromper dans les espaces de nom notamment. Donc on va avoir une balise, un élément racine qui s'appelle définition, dans lequel on aura pas mal de schémas à appeler, et puis à définir des éléments concernant notre web services côté serveur. Ensuite, on définira les balises types qui vont permettre de donner les structures qu'on utilisera, ces deux structures-là, codées en XML, par rapport au type de structure de données, donc complexe, qu'on aura utilisé. Ensuite, les messages, donc les messages qui seront échangés en entrée et en sortie avec le web services, le port type, donc on verra ce qu'est un port type, et puis le web service lui-même, avec évidemment des éléments de binding pour pouvoir relier toutes ces définitions qui sont des définitions abstraites qui sont données par ces deux balises-là, avec le web services lui-même. Alors le projet, on va dire, de web service qu'on va utiliser, hein, donc il sera constitué de la façon suivante. Donc le dossier, je vais l'appeler simplement les villageois WS en majuscule. Ici, je vais mettre toutes les images des villageois de la base de données pour pouvoir évidemment avoir les images si on veut les récupérer. Ici, un répertoire param, il y a simplement un petit fichier param.ini qui permet de spécifier les users, mots de passe et l'adresse de la base de données pour se connecter via PDO. Le répertoire WSDL dans lequel on va avoir notre fameux fichier WSDL qui va s'appeler lesgaulois.wsdl. Le serveur, donc un programme. Alors pour des modalités pratiques, toutes les descriptions des classes qu'on va utiliser se feront dans le même programme. Ça posera beaucoup moins de problèmes de chemin relatif par rapport aux classes s'ils étaient dans des autres répertoires. Et puis ici, je mettrai à disposition un petit client pour pouvoir tester le web services, malgré qu'on puisse le tester avec un SOAP UI par exemple, ou bien un WIZ, je crois DL, un autre petit logiciel qui permette d'interroger les web services à partir de leur WSDL. Alors, qu'est-ce que va faire ce web services? Alors, on va avoir plusieurs méthodes. Donc, la première qui va s'appeler getVillageois_by_nom va prendre en paramètre évidemment un nom qui est une simple chaîne de caractères, donc un type string, et elle va renvoyer donc un objet villageois. Donc le villageois pour lequel on aura fait l'interrogation via son nom. La deuxième, donc getVillageois_by_id, pour laquelle on va préciser un ID. Alors j'ai mis un entier, on peut mettre une chaîne de caractères du fait que, comme on va le faire en PHP et que PHP n'est pas typé, ça ne pose aucun problème. Donc on va préciser son ID base de données par exemple, et puis il va nous renvoyer l'objet villageois correspondant. Ensuite on va avoir une liste donc simple des noms des villageois on va appeler la méthode getList simple villageois.
En entrée, on n'a pas de paramètres. Puis évidemment, en sortie, on va avoir la liste de tous les villageois de la base de données. La liste complète des villageois, même principe, pas de paramètres en entrée. Par contre, elle va nous renvoyer une liste d'objets, donc de type villageois. Et ce sera la même chose pour les batailles. Aucun paramètre en entrée. Et le Web Services va nous renvoyer une liste d'objets bataille, donc toutes les batailles de la base de données. Alors, on va avoir trois choses auxquelles il faudra faire attention en termes de mise à jour. Le programme, qu'on réalisera en dernier. Évidemment le WSDL, la partie la plus ardue, on va dire, de création du web service. Et puis ici le petit fichier de paramétrage qui permet de donner la signature pour PDO donc de la base de données. Là je suis en local avec le user mot de passe sur une installation WAMP. Donc après adapté si vous avez un mot de passe sur votre sur votre serveur, enfin sur votre base de données. Alors tout d'abord le WSDL, la première chose à faire, c'est déjà de donner une définition XML. Bon, j'ai mis de l'ISO 88591. Vous pouvez travailler en UTF-8, ça pose pas de problème. Donc on va déjà créer la première balise donc du WSDL qui est la balise définition. Donc voilà. Donc on va fermer ici puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis évidemment dans cette balise on va avoir un tas de définitions à donner concernant notre web service. Alors, il y a un certain nombre d'espaces de noms à spécifier avant de commencer quoi que ce soit, puisque ce sont tous, de schémas plutôt, ce sont tous les schémas qu'on va devoir utiliser pour mettre en place notre WSDL concernant le programme serveur du web service. Alors bon, pas les retenir par cœur. Simplement celui-là qui va permettre d'utiliser les structures qui permettent de définir une enveloppe SOAP, puisque c'est un web services de type slope. Ici, tout ce qui concerne évidemment les schémas, puisqu'on va utiliser les définitions de schémas pour les différents types. Ici, les types d'encodage qui concernent SOAP et le WSDL vu par SOAP. Encore ici, un schéma qui concerne le WSDL, et enfin encore un autre. Donc ça fait pas mal de choses. Au minimum à déclarer dans la balise définition. Si vous en oubliez un, vous avez le risque d'avoir une structure qui ne soit pas reconnue. Évidemment, donc ne pas oublier ces schémas. Ensuite, on va définir deux éléments au niveau de notre web service. Alors, on peut le faire différemment, c'est simplement pour avoir une façon simple de le décrire et puis que ça fonctionne surtout. Le premier élément, ça va être ce qu'on appelle le target namespace, la cible des espaces de nom. Donc ici, on va avoir une URN, donc on va appeler, par exemple dans mon cas, j'aurais pu l'appeler service les Gaulois WSDL, mais je vais l'appeler service villageois WSDL tout attaché. Évidemment, faites très attention à la syntaxe parce que ce target namespace, on va le réutiliser au cours des différentes définitions donc de notre WSDL. Et ensuite, un espace de nom TNS, qui est aussi un target namespace, qui va reprendre exactement la même syntaxe que celui que j'ai défini au préalable. Parce qu'on va l'utiliser à deux endroits différents avec ce nom-là et évidemment cet espace de nom-là. Alors, à titre de rappel, les schémas dont on a besoin pour créer un WSDL, avec toute la partie SOAP, partie schéma pour la définition des types et des structures de données, type d'encodage SOAP, les structures pour le WSDL, et puis les deux éléments donc, qui sont personnalisés pour le web service, le target namespace et puis le TNS. Alors ensuite, il faut définir les différents types qu'on va utiliser dans notre web services. Alors les types, à titre de rappel, on va avoir un villageois avec les informations qu'il concerne, et puis une autre structure, donc bataille. Donc ça va être de type complexe. Après, le type liste des noms des villageois, on utilisera une simple chaîne de caractères pour spécifier le nom. Donc ici, on va définir une structure, par exemple pour le villageois, qui va être un type complexe, qu'aura en séquence ou en hall. L'ID du villageois de type XSD string, le nom XSD string, etc., etc. Alors la première chose qu'on a à faire pour le type,
c'est déjà de définir le target namespace qu'on va utiliser. Alors, première chose à faire, la balise qui va permettre de définir les différents types utilisés par le Web Services. Donc je ferme directement pour ne pas l'oublier. Alors le schéma utilisé par les types, en fait le schéma c'est tout simple, c'est juste le rappel du target namespace qui est utilisé dans la balise définition. Le voilà. Il vous suffit simplement de le rappeler. Ensuite, on va importer deux schémas qu'on a définis précédemment. Celui qui concerne la définition des structures WSDL et celui qui concerne la définition des encodages des enveloppes SOAP. Donc on va faire deux balises d'importation qu'on va définir ici. Donc deux importations. Donc le schéma pour les structures d'encodage SOAP et puis le schéma concernant la définition des éléments de type WSDL. Et ensuite on va décrire donc nos types. Alors le premier type qui est un type complexe, je vais l'appeler comme une classe, donc villageois, comme l'écriture d'une classe PHP ou Java. Et puis je vais définir en séquence ce qui vient donc dans ce type complexe. Alors on peut soit utiliser une balise séquence, soit utiliser une balise all. Alors c'est la différence entre les deux. Avec la séquence, les éléments doivent apparaître évidemment en séquence dans l'ordre exact qu'on a défini. Alors que la balise all, ils apparaissent en séquence, mais on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Ce qui peut faciliter l'écriture du web service côté serveur, du fait qu'on ne les fera peut-être pas apparaître dans cet ordre-là, c'est un peu plus, comment dirais-je, permissif. Puis enfin, fermer évidemment la définition de mon type complexe et j'ai fini la structure du type villageois. Je vais faire exactement la même chose pour définir le type complexe qui correspond évidemment à la bataille. Voilà, donc ici. Donc comme une classe. Voilà. Donc même principe avec une balise all pour définir qu'on a ces éléments-là à l'intérieur de mon type bataille. L'ID, le nom, la date et le lieu. Alors ici évidemment on a du datetime XML auquel il faudra faire attention puisqu'on a la date et l'heure. Mais entre la date et l'heure, on a un T majuscule. C'est le format officiel de définition du datetime auquel il faudra faire attention quand on le ramènera via le programme. On va donc ensuite définir le type qui correspond à la liste simple des noms des villageois. Donc on va créer un type complexe qu'on va appeler liste simple, qui va contenir cette fois-ci pas des éléments all, puisqu'il n'y a pas plusieurs éléments, puisque c'est qu'un tableau de chaîne de caractères, qui est un contenu complexe, donc avec la balise complex content. Ce contenu, il va être obtenu à partir d'une restriction sur les tableaux de type SOAP. Donc pour ça, je vais utiliser comme base de restriction les tableaux qui sont utilisés par SOAP pour pouvoir y mettre moi mon tableau de chaîne de caractères. Je vais définir un attribut qui va me permettre de spécifier en fait que j'utilise un tableau de chaîne de caractères. Donc ici je reprécise que le type d'encodage SOAP c'est un array type et mon array type dans mon WSDL évidemment est un tableau avec crochet ouvrant et crochet fermant de simples chaînes de caractères. Voilà. Ça me permet de définir facilement, on va dire, assez facilement, avec un contenu complexe et une restriction des arrays SOAP, l'encodage d'un tableau de type string. Alors évidemment, je vais fermer ces trois balises-là pour pouvoir finir la définition de mon type liste simple qui me permettra
qui sera utilisé dans la liste des noms des villageois. Voilà. Et je vais utiliser exactement le même principe pour définir ma liste de villageois. Alors je vais l'appeler liste villageois. Ce sera exactement la même définition, sauf qu'ici, au lieu d'avoir simplement un tableau de string, ben, j'aurai un tableau de villageois. Donc, en reprenant évidemment la même définition de contenu complexe, avec un type complexe, vous voyez que je définis assez facilement un tableau d'objets villageois. C'est exactement la même définition, évidemment. Il faut faire attention au type, à l'array type que vous allez utiliser sur votre WSDL. Cette fois-ci, c'est une structure de type villageois, donc array, puisque j'ai un crochet ouvrant et un crochet fermant. Et puis les batailles, ben, c'est pas plus compliqué, hein, c'est exactement le même principe. Hein, donc on va redéfinir un type complexe, donc qui va s'appeler liste bataille, qui aura un contenu complexe, donc qui sera basé sur les arrays SOAP avec un array type, de type bataille, crochet ouvrant, crochet fermant. Donc voilà. Et ici j'ai la définition évidemment complète de tous les types que je vais utiliser en sortie sur mon web service. Type fourni par les différentes méthodes. Donc évidemment quand j'écrirai mon programme, il faudra que mes types soient en adéquation avec les types que j'ai définis ici. Alors n'oubliez pas non plus de fermer. Donc j'ai la balise ici qui est fermée, ok. Et puis normalement ça devrait être bon. Je vérifie simplement si j'ai rien oublié. Je dois avoir un XSD schéma quelque part, voilà. Oui, faites attention parce qu'en fait cette balise là contient toutes les autres, hein. Vous voyez qu'ici elle n'est pas auto-fermante. Donc je vais juste décaler un petit peu tout ça. Et puis évidemment fermer cette balise là qui contient le schéma de description des types que je vais utiliser dans mon WSDL. Donc ici ne pas oublier de rajouter la fermeture de cette balise XSD schéma qui définit le target space name de mon WSDL, enfin des types de mon WSDL. Et là j'ai fini de déclarer tous mes types. Voilà. Alors dans la phase suivante, on va déclarer tout ce qui concerne les opérations. C'est-à-dire on va définir pour chacune des opérations qu'est-ce qu'on va avoir en entrée et qu'est-ce qu'on va avoir en sortie. Alors si je reviens un peu sur la définition des opérations, on va voir l'opération par exemple get villageois by nom. Donc en entrée on va avoir le nom qui est une chaîne de caractères et en sortie on va fournir donc un objet villageois. Alors pour la définition en fait des opérations, on va utiliser donc différentes balises. On va rappeler le nom de la méthode. Alors il faudra évidemment définir la méthode deux fois. Ce qu'elle a en entrée. Donc on va appeler par exemple request. Donc il faudra l'identifier. Donc pour l'entrée, on va appeler l'élément par exemple le nom de la méthode plus request. On va définir qu'il y a un nom sous forme de chaîne de caractères. Et puis on va redéfinir donc la méthode getVillageois by nom, mais cette fois-ci en sortie. Donc response. En disant ben, en sortie on fournit un objet villageois. Et ça on va le faire évidemment pour toutes les méthodes hein, qui d'un point de vue XML sont considérées comme ce qu'on appelle des opérations. Opération, méthode, c'est exactement la même chose. Alors si je reviens sur mon fichier XML, première chose à faire, c'est de définir un message en entrée pour la méthode getVillageois by ID. Je vais prendre le by ID en premier. Donc je vais définir en fait un message. Alors il n'y a pas de balise enveloppante pour les messages. Hein. Il suffit simplement de dire ben voilà, je vais avoir un message qui va s'appeler getVillageois by ID request. Alors pourquoi c'est aussi long que ça? Parce que généralement, il vaut mieux mettre le nom de la méthode plus request
ça veut dire, en fait, ça c'est le message qui va être en entrée de la méthode getVillageois_byId. Hein, l'utilisation de mnémoniques, parce que imaginez un web services relativement long, il faut avoir des mnémoniques pour savoir où on est. Donc ici, à l'intérieur, alors évidemment, là-dedans, je vais définir mon élément en entrée. Donc ensuite, je vais fermer mon message. Et puis dedans, je vais utiliser une balise part. Cette balise part, elle va me permettre de dire quel est le nom de l'élément que je vais rentrer et quel est son type pour pouvoir évidemment avoir ensuite une réponse. Alors ici, par exemple, je vais dire que le part, le paramètre que j'ai en entrée, il s'appelle ID, parce que je vais fournir à la méthode getVillageois_byId un ID, et le type c'est du type entier. Bon, j'aurais pu mettre du type INT, hein, mais rappelez-vous, PHP n'est pas un langage typé, donc que je mette du string ou de l'INT, ça n'aura aucune incidence. Donc ça c'est mon entrée. Et ensuite je vais avoir le message de ce que va me produire le web services, c'est-à-dire la réponse. Donc là, je vais réutiliser le même principe. Je vais dire en sortie, je vais avoir un message qui s'appelle getVillageois_byId, cette fois-ci réponse. Et je vais avoir un part qui va me permettre de définir quelle est la structure et le nom de l'élément que je vais avoir en sortie. Donc là, le nom, je vais l'appeler return par exemple. J'aurais pu l'appeler liste villageois. Hein. Bon, c'est pas très grave. Je vais dire, donc mon élément en sortie va s'appeler return. Donc ça va être une balise return qui va contenir le villageois. Et ici, je dis que la description, en fait, c'est mon TNS, mon target namespace, de la structure villageois que j'ai définie, évidemment, ici. Donc c'est cette structure-là que j'aurai en sortie, qui sera contenue dans une balise qui s'appelle return, qui est mon résultat. Donc voilà. Alors ça, il faut que je le fasse, évidemment, pour toutes les méthodes. Donc, d'un point de vue XML, ce sont des opérations que j'ai dans mon web services. Donc ensuite, la deuxième, c'est les messages qui vont concerner la méthode getVillageois_byNom. Donc voilà. Alors je vais quand même les indenter un peu. Donc en request, en entrée, je vais avoir un paramètre qui s'appelle nom, qui est du type chaîne de caractères. Et en sortie, donc la réponse, je vais avoir un élément qui s'appelle return, qui est de type aussi villageois. Hein, puisque la méthode, les deux méthodes là renvoient exactement le même type d'élément. Ensuite, je vais faire la même chose pour la méthode qui s'appelle getListSimple villageois. Donc je vais la mettre à la suite. Donc cette fois-ci, en entrée, j'ai rien. J'ai pas de paramètres, mais il faut quand même le mettre. Hein, puisque ici, vous voyez que le request, l'entrée, j'ai rien du tout. Mais il faut quand même le signaler, il faut signaler qu'on n'a rien. Et en sortie, évidemment, donc en réponse, dans return, j'ai pris le même nom hein, en sortie, j'ai un type qui correspond à la liste simple, qui était le type que j'avais défini ici, qui est en fait un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, la liste, on va dire complète des villageois, donc je vais la définir de la même façon. Message en entrée, j'ai pas de message en entrée, puisque j'ai pas de paramètres en entrée. Et puis en sortie, en réponse, ici, je vais avoir le return qui contient la liste liste de villageois que j'ai définie, évidemment dans mes types ici, hein, qui est un array type SOAP, de structure villageois, un tableau de villageois, qui est un tableau de tout ça. Donc voilà. Et puis enfin, même principe pour la liste des batailles. Donc qu'est-ce que j'ai en entrée? Rien du tout. Et en sortie, évidemment, j'ai une structure qui s'appelle liste bataille dans mon return. Donc voilà. Donc liste bataille, le voilà, un array type de type tableau de bataille qui correspond à un tableau contenant évidemment ces types complexes avec un contenu complexe de bataille. Donc voilà. Alors ça, faut pas, évidemment, c'est assez long, parce que souvent c'est généré. Évidemment, vaut mieux pas en oublier une définition. Hein. Vous avez autant de paires de balises que de méthodes à implémenter dans votre web service. Ensuite, évidemment, là, j'ai déclaré des messages. Mais ces messages, ils sont déclarés les uns derrière les autres, et puis ils sont liés absolument à rien du tout.
Donc la phase suivante consiste à définir ce qu'on appelle un port type, un type de port, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire comment on va implémenter ces messages et à quoi ils vont servir et pour quelle méthode. Donc en fait le port type, il permet simplement de faire un lien entre les messages qu'on a définis ici avec les structures entrantes et les structures sortantes dans les différentes méthodes qui sont produites par le programme du Web Services. Pour pouvoir avoir, on va dire, une liaison de ce qui est comme message en entrée et qu'est-ce qu'on va produire comme message en sortie, puisque pour l'instant, j'ai rien relié à ces messages-là. Donc, on va devoir créer une balise qui s'appelle port type avec un nom. Alors, le nom, évidemment, il n'est pas du tout normalisé, hein, on peut les appeler comme on veut, mais simplement, prenez de la même façon un mnémonique parce que ce nom-là, on va le rappeler plus tard quand on va faire ce qu'on appelle les liaisons, le binding du Web Services avec des éléments physiques. Donc mon port type, je vais l'appeler simplement service villageois port type, pour savoir que c'est le port type. Et puis évidemment, je vais fermer la balise pour pas oublier de le faire. Voilà. Alors bon, si vous avez une plateforme qui vous permet de valider le côté bien formé, évidemment des documents XML, vérifiez quand même à chaque instant que votre document est bien formé pour être sûr que vous n'ayez pas fait une erreur de syntaxe ou de structure. Donc ici, à l'intérieur du port type, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir toutes les méthodes qui sont générées par le programme du Web Services pour pouvoir les lier à ces fameux messages en entrée et en sortie. Hein, donc comme je vous le disais, il y a toutes ces méthodes-là, donc on va les déclarer dans le port type et on va dire quel est le message qu'elle utilise, évidemment, pour l'entrée et la sortie. Alors on va avoir évidemment une balise opération pour chacune de ces méthodes-là, et à l'intérieur, on va dire en entrée, j'ai ce message-là, en sortie, ce message-là. Puis éventuellement, on peut mettre une petite balise de description, de documentation de l'opération pour dire, voilà, cette opération sert à ça. Alors par exemple, je vais commencer par l'opération get villageois by nom. Donc là, c'est vraiment les opérations telles qu'elles seront spécifiées dans le programme du web service. Alors évidemment, je vais fermer mon opération. Voilà. Pas terrible. Ok. Et à l'intérieur, je vais dire, faire une petite documentation. Ouais, by nom, renvoie un villageois par son nom. J'aurais pu mettre au moins ça. Peut permettre d'être interrogé par un client pour savoir ce que fait évidemment cette opération là quand elle est appelée. Et puis je vais définir qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce que j'ai en sortie. Alors si je prends le get villageois par by nom, hein, en entrée, il est là, je vais avoir le message qui s'appelle get villageois by nom request, et puis en sortie je vais avoir le message get villageois by nom response, tout simplement. Et là, j'ai vraiment le lien entre les opérations et les paramètres de messages que j'ai définis au préalable. Donc là, je vais avoir une balise input qui me permet d'appeler le message que j'ai en entrée par son nom, avec évidemment le target namespace. Là voilà, c'est le même nom que celui-là, puisque c'est l'entrée. Et puis en réponse, je vais avoir une balise output, puisque c'est en sortie, qui fait référence évidemment au message que j'ai défini au préalable, donc en sortie, le voilà, qui est en fait celui-là. Et je vais faire la même chose pour toutes mes opérations. Donc là j'ai mis le get villageois by nom. Je vais avoir une méthode, donc une opération d'un point de vue XML dans mon programme de web services qui va être le get villageois by ID. Donc il me renvoie aussi un villageois. Bon, j'ai pas été très prolixe sur la documentation. Donc en entrée, je vais avoir le get villageois by ID request. D'accord, donc que j'avais défini évidemment ici. Puis en sortie, le get villageois by ID response, que voilà, que j'appelle donc ici. Alors là, faut pas vous planter évidemment dans les noms des messages, sinon ça ne marchera pas, vous aurez une grosse erreur SOAP
quand vous interrogerez votre web service. Alors j'ai l'opération évidemment get liste simple villageois. Donc là voilà, qui sera la fonction PHP, la méthode qui sera implémentée dans mon programme en entrée et en sortie. Ensuite évidemment j'aurai les deux autres méthodes pour la liste des villageois et des batailles. Donc la méthode, donc l'opération qui s'appelle get list villageois. Entrée le message request, sortie le message response. Alors c'est l'intérêt aussi d'utiliser des mnémoniques puis de reprendre le nom des méthodes parce qu'on a une cohérence request response avec les noms des messages. On n'est pas obligé de les appeler X1, X2, X3 parce que là vous vous en sortirez pas sur des cas de web services plus compliqués que celui-là. C'est pas très compliqué, il faut avoir une certaine méthodologie et puis utiliser des petites astuces de ce type-là pour pas s'y perdre parce que franchement on s'y perd très très vite dans les écritures parce que c'est très verbeux. Donc faire très attention évidemment à ce que vous écrivez et comment vous l'écrivez. Donc là j'ai fini la liaison, on va dire, entre mes messages et puis mes différentes opérations. Alors la phase suivante, l'avant-dernière, qui est la plus compliquée, elle n'est pas très compliquée en fait, mais il ne faut pas se planter dans les appels évidemment des éléments dont on a besoin. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle le binding. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le lien physique entre toutes les définitions qu'on a fait précédemment ici, et puis évidemment le web service qu'on déclarera en dernier, pour savoir exactement comment on va utiliser les éléments, comment on va les lier, et comment on va les connecter physiquement au web services qui sera un programme PHP. Donc là, on va indiquer dans le binding le protocole de communication qu'on va utiliser. Bon, on va faire du RPC, du Remote Procedure Call, appel de procédure à distance, et puis les formats des données pour les différentes opérations et les messages qu'on a échangés en utilisant cette fois-ci évidemment des extensions qui sont propres à SOAP dans le WSDL. Alors évidemment là il ne faut pas oublier de balises, oui effectivement, et puis les définir correctement. Alors la première balise qu'on va utiliser, c'est la balise qui s'appelle binding, qui va contenir toutes les autres. Donc elle contient deux attributs. Il y en a d'autres, mais les deux attributs de base, c'est le nom. Donc on va donner un nom à ce fameux binding parce qu'on en aura besoin plus loin dans le web service. Et on va dire que ce binding utilise le port type qu'on aura comme attribut pour avoir toutes les liaisons des messages en entrée en sortie et des méthodes, avec les encryptages qu'il faudra nécessairement spécifier pour respecter le protocole donc SOAP. Alors cette première balise, elle n'est pas hyper compliquée, mais il ne faut pas se tromper évidemment dans les noms. Donc je vais la mettre ici. Donc on va voir des noms relativement longs, mais c'est surtout des mnémoniques pour se rappeler évidemment de ce qu'on fait. Alors je la ferme tout de suite. Voilà. Ok. Donc ici, on va donner un nom au binding. Donc je vais l'appeler un peu sur le même style que j'avais fait les appels précédents. Service villageois et puis binding. Comme ça, je saurai que c'est mon binding. Et puis le type de lien, de liaison que je vais faire, va s'appuyer évidemment sur le port type que j'ai défini précédemment. Service villageois port type, qui est en fait mon port type ici, qui contient toute la définition des noms de méthodes que je vais utiliser, et puis des messages qui seront en entrée et les messages qui seront produits en sortie. Donc voilà, donc ça me permet de faire le lien directement avec la balise précédente, qui est la balise évidemment du port type. Ensuite, je vais avoir un élément qui s'appelle SOAP binding. Donc là, ça va me permettre de définir en fait le protocole de transmission des informations que je vais utiliser, donc dans notre cas RPC, et puis le modèle de transport que je vais utiliser, donc le modèle de transport donc SOAP, pour avoir évidemment mes enveloppes qui soient générées correctement. Donc deuxième balise, là voilà, c'est la balise SOAP binding.
Hein, donc le style, ça permet de dire sous quelle forme vont être transmises les informations. Donc je vais prendre du RPC. Et puis ici, c'est le modèle de transport que je vais utiliser, donc HTTP SOAP, hein, pour les enveloppes SOAP qui seront générées. Et ensuite, ben, je vais reprendre toutes les opérations, donc en les appelant par leur nom, et je vais donner un certain nombre de renseignements à l'intérieur. Donc la première, ben, je vais prendre par exemple le get villageois by nom, donc le voilà, donc que je ferme tout de suite. Voilà. Et à l'intérieur, il faut que je donne des renseignements, notamment sur l'opération telle qu'elle est vue par SOAP. Alors bon, vous inquiétez pas, les noms sont longs, mais c'est pas très compliqué. Donc voilà. Donc chaque opération, elle va contenir évidemment une opération SOAP, puisque je travaille en SOAP, hein, et une action. Alors cette action, elle va reprendre l'URN que j'ai défini donc ici. Ben voilà. Avec un dièse, et ici le nom de la méthode suivi du mot-clé serveur. Alors c'est pas du tout une obligation de l'appeler comme ça, mais simplement, comme je vous le disais précédemment, ça me permet d'avoir une cohérence entre le target namespace que j'utilise dans la balise définition, le nom de la méthode évidemment qui est concernée ici, et de dire que ici ben, c'est une méthode qui est côté serveur, c'est pour ça que j'ai rappelé le nom serveur derrière. Après vous pouvez l'appeler George Washington hein, si vous voulez. Alors évidemment avec le dièse et puis George Washington ici. Mais bon, après pour pouvoir retrouver vos petits, ça risque d'être compliqué. Et puis ici le style de communication donc qui est du RPC, comme j'ai ici, hein, pour être cohérent. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce sujet-là, c'est juste du copier-coller en respectant évidemment la terminologie hein, et les mnémoniques que vous allez utiliser. Enfin, je vais définir qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce que j'ai en sortie. Donc en entrée, donc je vais avoir, alors je vais vous la mettre là, je vais vous l'expliquer, je vais la mettre sur plusieurs parties. Ça c'est le body, c'est-à-dire le corps de la réponse SOAP, puisqu'on envoie des enveloppes XML codées en SOAP. Son usage, donc l'attribut use encoded comme valeur, pour dire que c'est encodé, le body est encodé par SOAP. L'espace de nom, bah, c'est l'URN que j'ai défini en target namespace dans ma balise définition ici, donc j'ai utilisé exactement les deux mêmes, comme ça j'ai pas de problème hein, avec mes espaces de nom. Alors je vais les mettre les unes derrière les autres. Et puis le type d'encodage, donc là je fais appel évidemment à l'encodage de type SOAP, hein, avec l'attribut encoding style, hein, qui me permet d'avoir les éléments de définition du type d'encodage de SOAP. Et je ferme ma balise input. Donc ça c'est simplement pour ce qui est en entrée. Alors rassurez-vous, ce qui est en sortie, c'est exactement la même chose. Hein, puisque la sortie va être encodée exactement sur le même principe que l'entrée, que voilà. Donc là, c'est pour la génération des enveloppes en entrée, pour la demande, SOAP, et puis les enveloppes en sortie. Donc on a exactement la même chose, en entrée et en sortie. Simplement, il faut lui dire qu'on a un encodage à faire de la request en entrée, et un encodage à faire de la réponse en sortie. Alors ça, évidemment, bah, je vais être obligé de le faire pour toutes les opérations. Alors c'est un peu long, un peu verbeux, mais bon, le principe est exactement le même pour toutes les opérations concernant le binding, les éléments de liaison physique avec le web service. Alors je vais prendre bah, le deuxième, le get villageois by ID. Alors là, il ne faut pas non plus oublier une méthode, sinon vous risquez d'avoir un souci. Donc voilà, bah, la définition est exactement la même que pour le get villageois by nom, mis à part évidemment les noms que vous allez utiliser. Ça c'est du copier-coller, hein. C'est-à-dire vous n'allez même pas vous poser de questions. Une fois que vous avez fait un input-output, vous faites un copier-coller de toutes les méthodes
en respectant évidemment d'avoir des noms qui soient spécifiques à la méthode qui soit concernée. Et puis le tour est joué. Ça va assez vite, malgré que la définition soit relativement conséquente. Donc ensuite, je vais utiliser évidemment le même principe pour les autres opérations que je vais simplement copier et coller ici. Voilà. Donc, si vous regardez l'opération get list simple villageois, même principe, en entrée, en sortie, simplement dans le SOAP opération, j'ai changé évidemment le nom d'identifiant de l'opération. J'ai repris le nom de la méthode en rajoutant derrière serveur. Même principe pour get list villageois. Les inputs et les outputs sont exactement les mêmes. Donc là, il n'y a pas de choses particulières à faire. C'est long, certes, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Et puis la bataille, pareil. Et ici, j'ai fini mon binding. J'ai fini mes liaisons physiques avec le Web Services. Alors, on arrive au bout, quand même. La dernière balise qu'on va faire, en fait, c'est le Web Service. Donc, on va lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler service villageois, tout bêtement. On va lui donner un port, alors à pas confondre avec le port type qui permet de lier les opérations avec les entrées et les sorties, qui sont les messages que j'ai définis ici. Et puis, donc ce port, évidemment, c'est pour rappeler le bind qu'on a ici, c'est-à-dire tous les encodages qu'on doit faire sur les enveloppes SOAP en entrée en sortie avec la génération des données par les différentes opérations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un port, qui est donné par le binding, en spécifiant évidemment que pour le port, on va utiliser le binding dont le nom est spécifié ici. On va simplement l'appeler. Et on va donner l'adresse SOAP du web service, c'est-à-dire le nom du programme qui serait utilisé pour pouvoir traiter tout ce qu'on a défini ici de façon normalisée et compréhensible dans un environnement interopérable à partir d'une plateforme Java, d'un téléphone portable, de tout ce que vous voulez. Alors, première chose à faire, définir évidemment ma balise service, que voilà, je la ferme en même temps. Donc je vais l'appeler service villageois. Ensuite, je vais dire quel est l'élément de liaison qu'elle va utiliser. Donc ça, c'est un port, pour rappeler évidemment la liaison qu'on utilise. J'aurais pu l'appeler binding aussi, mais bon. Donc le nom, c'est le service villageois port, ça c'est le nom que je vais lui donner à cette balise-là. Et le binding que j'utilise, c'est-à-dire la liaison physique que j'utilise, j'utilise mon target namespace, et puis j'appelle évidemment le binding que j'avais déclaré donc ici. Voilà. Et donc en cascade, le service, le web services appelle ce binding là, voilà, celui-là, qui lui appelle le port type qui permet de définir la liaison entre les opérations et les messages que voilà. Et ce port type utilise des messages en entrée et en sortie qui sont ici. Et ces messages en entrée et en sortie utilisent des structures différentes qui sont définies ici dans les types. Donc tout ça a quand même une certaine cohérence, même si elle n'apparaît pas au premier abord. Et une fois que j'ai défini donc mon port qui me fait ma liaison avec tous les éléments en cascade que j'ai définis précédemment, je donne simplement, alors évidemment je vais fermer le port de communication avec mon web services, et puis ici je donne l'adresse du programme qui est utilisé dans mon web service. Donc évidemment là je suis en local, donc l'attribut location qui dit que mon web services est situé à cette le programme de mon web services est situé à cette adresse. Alors évidemment si je l'installe chez un one-on-one OVH ou autre, il faudra que je change quand même ici l'adresse, et puis évidemment que j'utilise un HTTP Access pour mettre la bonne version de PHP, éventuellement des renseignements complémentaires si besoin. Et là j'ai fini mon WSDL.
Alors évidemment, il faut qu'il soit bon. Là, c'est le gros hic. Si vous avez suivi ce tuto, normalement, ça ne devrait pas poser de problèmes fondamentaux. Ensuite, évidemment, il reste qu'à écrire ce programme-là et voir comment tout ça, évidemment, va s'implémenter physiquement sur votre serveur Apache.